Chères auditrices, chers auditeurs, l'histoire que vous allez entendre ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans les textes mêmes d'Arthur Conan Doyle. Là où, en marge d'un dialogue ou d'un souvenir, surgissent parfois des noms, des personnages et des allusions si énigmatiques qu'elles paraissent porter, à elles seules, le poids d'un récit entier. Ainsi, dans Le Soldat blanchi, Holmes mentionne une phrase qui, bien que brève, accroche l'attention à jamais. J'ai amené avec moi un ami dont on peut absolument se fier à la discrétion. J'ai pu, une fois, lui rendre un service professionnel, et il est prêt à me conseiller en tant qu'ami plutôt qu'en tant que spécialiste. Il s'appelle Sir James Saunders. Puis rien. Ce silence, consigné dans les notes, résonna longtemps comme une énigme suspendue. Quel mystère pouvait donc être trop délicat pour être à l'époque pleinement raconté? Et surtout, qui est ce Sir James Saunders sur lequel Holmes, dans un rare élan de confiance, s'appuyait comme ami? Lecteur holmésien depuis plus de 40 ans, j'ai toujours été fasciné par ces éclats suspendus, ces amorces de récits, que l'on devine vastes, mais dont il ne reste que les contours. C'est en tant que créateur de contenu, fidèle au canon, que j'ai voulu explorer ce que Conan Doyle lui-même a laissé volontairement dans l'ombre. Ce que vous allez lire ou entendre est l'une de ces affaires, une reconstitution scrupuleuse fondée sur les indices épars, les textes d'époque. Une affaire politique, troublante, et pourtant profondément holmésienne. Notre récit est un double épisode. Il s'intitule L'énigme de Westminster. Ici, première moitié. C'était au dernier jour de décembre 1890, lorsque la ville, pareille à un grand orgue, retient son souffle avant le carillon de Noël. Dans les quartiers de l'Ouest, la neige s'était imposée en linceul léger sur les toits d'ardoise, et les becs de gaz, tremblotant dans la brume, diffusaient autour d'eux une auréole laiteuse. Les marchands ambulants vantaient leurs pommes cuites, des enfants trottinaient en fredonnant des cantiques, et l'odeur des marrons grillés s'élevait en petites bouffées rousses au détour des rues. Les vitrines, alourdies de rubans et de houx, reflétaient la procession de fiacres, tandis que, d'une porte cochère à l'autre, des rubans écarlates couraient comme un fil de fête dans la grisaille. Je m'arrêtai un instant au coin de la rue, tant la vision me saisit. La façade familière du 221B, les marches blanchies par un givre capricieux, et derrière les rideaux, une lueur de cheminée qui dessinait, sur la vitre, un losange tremblant. Je montai les degrés deux à deux et frappai. Miss Hudson m'ouvrit avec cette bonhomie qui ne ternissent ni le froid ni les années. Elle avait piqué à son châle une petite branche de houx, et ses joues rosies par la cuisine trahissaient des préparations de plum-pudding. Docteur, s'exclama-t-elle, quel bonheur de vous voir. Entrez donc, vous êtes gelé. Monsieur Holmes est seul depuis ce matin. Et vous savez comme il devient les jours de fête, s'il n'a point d'affaires à se mettre sous la dent. Rassurez-vous, dis-je en souriant. J'apporte de quoi nourrir, sinon l'estomac, du moins l'esprit. Je laissai au porte-manteau mon pardessus encore perlé de neige, ajustai ma cravate, vieille coquetterie militaire, et gravis l'escalier craquant que j'aurais pu parcourir les yeux fermés. Le salon, lorsque j'ouvris, me parut à la fois intimement semblable et subtilement différent, comme le visage d'un vieil ami que l'on n'a pas vu depuis quelques mois. La table chimique encombrée de fioles, le violon appuyé contre la bibliothèque, un tas de journaux soigneusement éventrés sur la table basse, et dominant tout, la haute silhouette de Holmes, debout devant la cheminée, l'index sur la lèvre, dans cette attitude
qui lui était propre, mi-absorbé, mi-vigilant. « Mon cher Watson, dit-il, sans se retourner, j'entends à votre pas que vous vous êtes autorisé un détour par le côté ombragé de Marylebone, afin d'éviter la boue. Et si j'ajoute l'odeur caractéristique qui se dégage de votre gant droit, je me permets de conclure que vous avez goûté, contre toute recommandation médicale, un marron brûlant chez un camelot trop zélé. Holmes, fis-je, riant malgré moi, vous ne laissez nul homme en paix avec lui-même. Je n'en ai ni l'intention, ni l'ambition, répondit-il. Et maintenant, ce paquet. Je resserrai sous mon bras le paquet comme un écolier à qui l'on veut enlever sa primeur. Allons, Holmes, pour une fois, laissez-moi surprendre. Me priver de l'un des rares plaisirs qui conviennent à mon tempérament? Impossible, Watson. Il se tourna enfin. La lumière du feu modelait son profil hawk-like et jetait un vif éclat dans ses yeux gris. Il fit un pas, inclina la tête de côté, signe chez lui d'une attention extrême, et entreprit, d'un ton presque discret, la démarche qui me laissait toujours interdit, tant elle paraissait simple une fois achevée. C'est un livre, pour commencer. Le parallélépipède est trop parfait pour une boîte de cigares, trop souple pour un coffret d'échecs. La ficelle ne creuse pas la gaine de papier. L'objet n'est pas pesant. Donc, un manuel de format réduit, et non un grand in-folio. Il fit jouer contre la lumière un coin du papier. Le brin de l'emballage tire sur le gris, un composite bon marché employé par 3 libraires, dont 2 à Charing Cross Road. Voyez la façon dont la ficelle a été nouée. Un nœud en rosette que pratique un jeune commis, gaucher, ce qui enlève Hatchard et nous laisse Chapman et Hall. Il avança la tête, huma l'air comme un limier prend le vent. Odeur d'encre récente et de vernis sur cuir. Tirage neuf. Reliure souple. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Mais vous n'offririez point un roman frivole. Vous vous adressez à mon infirmité, c'est-à-dire à mon goût pour les sciences criminelles. Parmi les annonces récentes, laquelle vous aura frappé, vous, médecin, ami de l'Inde, par les hasards de nos enquêtes? Il pianota des doigts sur la tablette de marbre. Un traité très attendu, dont les journaux de médecine mentionnaient l'apparition imminente. Toxicologie des Indes, de Clive à nos jours. L'ouvrage était annoncé depuis des mois. La première édition, retardée, vient de paraître. Et vous avez jugé que ce présent serait assez digne de mon intérêt pour affronter la neige. Ai-je manqué quelque chose, Watson? Je demeurai une seconde bouche bée, non tant de la justesse que de la douceur avec laquelle il avait effeuillé ma surprise, pétale après pétale, jusqu'au cœur. Puis je ris de bon cœur. Holmes, vous êtes l'ennemi déclaré de toute surprise. Mais si l'on doit être dépossédé, autant l'être avec autant d'élégance. Il eut ce mince sourire, presque une ombre sur ses lèvres. Rassurez-vous, la reconnaissance n'en sera que plus vive. À ce moment précis, on frappa doucement à la porte. 2 coups rapides, suivis d'un troisième plus long. Un rythme que je ne connaissais que trop. Miss Hudson entra, précédant un jeune homme en livrée sombre, sans liseré ni clinquant, mais portant à la boutonnière un discret écusson, dont la vue
suffisait à imposer silence. Le messager s'inclina, ne prononça pas un mot et tendit une enveloppe scellée de cire rouge. Holmes, sans prendre la peine de s'asseoir, brisa le sceau d'un ongle, et je reconnus l'écriture large, presque emphatique, que j'avais vue jadis sur des billets capables de déranger la marche d'un sous-secrétariat d'État. De Mycroft, dit-il, notre frère commun en indolence et en omniscience. Il parcourut la feuille d'un œil. Son regard brilla un instant. Il me prie, poursuivit-il, de me rendre cet après-midi à Westminster, où un certain Sir James Saunders souhaite, comment dit-il, bénéficier de tes lumières, Sherlock, et qui sait, t'offrir par la même occasion un cadeau convenable pour Noël. Un cadeau à Westminster, répétai-je. Voilà qui promet davantage qu'un plum pudding. Ou bien quelque chose de plus indigeste, selon l'humeur des députés, répliqua Holmes. Le messager, qui n'avait pas bougé d'un pouce, inclina à nouveau la tête. Holmes lui glissa une pièce dans la main, et l'ombre silencieuse s'évanouit comme elle était venue. Nous demeurâmes quelques secondes à écouter, au dehors, le bruit discret des pas sur l'escalier, la rumeur de la rue se glissant entre les rideaux, et, par instants, la petite musique des clochettes que des enfants faisaient tinter à l'angle de Baker Street. Watson, dit enfin Holmes, si vos obligations familiales vous laissent une demi-journée, accepteriez-vous de sacrifier les douceurs de la saison à l'austérité du devoir? Vous savez bien, répondis-je, que je sacrifierai plus que cela pour l'honneur d'une bonne chasse. Très bien. Enfilez votre manteau, nous descendrons en fiacre jusqu'à New Palace Yard. Il est peu de lieux où l'on goûte mieux la pompe de l'Empire que sous les arches de Saint-Stephens. Et j'ai le pressentiment que mon frère, à sa manière, nous a réservé une sorte de cérémonie. Il ajouta, plus bas, Sir James Saunders. Voilà un nom que j'ai croisé une fois, à l'ombre de la chambre, et que Mycroft prononce avec une nuance d'intérêt rare. Nous verrons si cette nuance se justifie. Il glissa la lettre dans la poche intérieure de sa redingote, jeta un dernier coup d'œil au feu, habitude chez lui, comme s'il y lisait la température du monde, et prit son chapeau. Je fis de même. Miss Hudson, nous reconduisant, nous souhaita un joyeux Noël avec cet accent de sincérité qui vous réchauffe mieux que tout brandy. Au dehors, l'air vif me saisit, la neige à demi fondue laissait, çà et là, de petits miroirs sur les pavés, où se reflétaient, comme autant d'yeux clignotants, les becs de gaz déjà allumés. Holmes, demandai-je, tandis que nous gagnions le trottoir, pensez-vous que Mycroft se soit permis un trait d'humour? Mon frère, dit-il, est capable d'humour, pour peu qu'il soit aux dépens de la terre entière. Mais il est surtout capable de prévoir 3 mouvements d'avance, ce que la plupart d'entre nous n'aperçoivent pas encore. S'il écrit que Westminster nous offrira un cadeau convenable, c'est qu'il y a là-bas quelque chose qui m'est destiné. Il est des Noëls que l'on passe autour d'une table. D'autres se prennent au collet dans les couloirs du pouvoir. Celui-ci, je le sentais confusément, parlerait mieux au cœur qu'au nerf. Holmes, le regard perdu au-delà de la vitre embuée, souriait à peine. Et ce demi-sourire, je le connaissais. C'était le signe que son esprit, déjà, cheminait dans un labyrinthe dont il pressentait l'entrée. Westminster, murmura-t-il, le nom est une énigme à lui seul. Voyons si cette fois, elle nous sera offerte en cadeau ou en poison. Le Hampson que nous avions hélé devant Baker Street fendit la brume en direction de Westminster. Londres tout entière semblait suspendue dans une expectative solennelle. Les réverbères allumés, trop tôt, jetaient une lumière vacillante sur les façades. Les silhouettes des passants glissaient comme des ombres pressées, et les chevaux,
Le souffle visible dans l'air glacé soulevait aux sabots une boue mêlée de neige et de sable. Holmes, immobile à mes côtés, gardait les yeux fixés sur le brouillard. Il ne parlait pas. Mais ses doigts battaient un rythme presque musical sur la canne posée entre ses genoux. Signe chez lui d'une tension intellectuelle qu'il ne jugeait pas encore bon de partager. Lorsque nous débouchâmes sur Westminster Bridge, les contours du palais apparurent dans une demi-clarté irréelle. La Victoria Tower, massive, surgissait comme un donjon gothique hors de la brume, tandis que l'horloge de la Clock Tower, malgré l'heure, paraissait déjà sonner l'urgence. Dans la cour de New Palace Yard, le fiacre cahota sur les pavés, et je fus frappé par l'ordonnance de la scène. Des files de voitures attendaient, les unes tirées par des chevaux efflanqués, destinées aux députés modestes, les autres par de splendides attelages dont les cuivres étincelaient, malgré le ciel bas. Des gardes, en grande cape, se tenaient aux grilles, leurs hallebardes étincelant sous la lueur des lanternes. Un huissier, manteau noir et collier d'argent, s'approcha et consulta un registre relié de cuir. Messieurs Holmes et Watson? Holmes inclina légèrement la tête. Le fonctionnaire fit signe que l'on nous ouvrait, et nous suivîmes ses pas vers l'entrée monumentale. Saint Stephen's Entrance se dressait devant nous comme une porte de cathédrale. Les vantaux massifs, ornés de ferronneries gothiques, s'ouvrirent dans un grincement solennel, et nous pénétrâmes dans un escalier de pierre dont la hauteur donnait le vertige. Chaque pas résonnait avec cet écho propre au temple, et je songeais que si l'Empire avait choisi une demeure pour symboliser sa puissance, aucune ne pouvait mieux convenir que ce labyrinthe de pierre, de vitraux et d'ombres. À l'intérieur, l'air sentait la cire, le cuir et la fumée de charbon. Les torchères projetaient des reflets dorés sur les tapisseries armoriées, et des statues de souverains, figées dans leur majesté, semblaient nous suivre de leur regard vide. Des vitraux polychromes, malgré la grisaille extérieure, diffusaient une lumière tamisée qui se reflétait sur le marbre des dalles. À chaque carrefour de couloir, des huissiers en livrée sombre se tenaient droit, tenant à la main le sceptre de fonction qui marquait leur autorité silencieuse. Je remarquai que, malgré la pompe, quelques guirlandes de houx avaient été maladroitement suspendues aux colonnes. Ici, un ruban rouge pendait de travers. Là, une branche de gui semblait oubliée à la hâte. Noël, jusque dans ses couloirs, cherchait à s'imposer, mais n'apportait qu'un contraste étrange avec la gravité du lieu. Holmes marchait d'un pas égal, le visage impassible. Je crus lire, dans ses yeux gris, l'ombre d'une ironie, comme s'il comparait ses fastes gothiques à la nudité de ses propres chambres de Baker Street, où l'essentiel se réduisait à une table, une pipe et la vérité mise à nu. Enfin, après plusieurs détours et escaliers, on nous introduit dans une salle lambrisée, vaste mais feutrée. Un grand feu brûlait dans l'âtre, répandant une chaleur discrète. C'est là que nous attendait Sir James Saunders. Il se leva à notre entrée. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, à la stature droite, la poitrine large, le port presque militaire. Son visage, encadré de favoris taillés avec soin, portait un monocle qui fixait, avec cette assurance, qui tient moins du besoin visuel que de l'attitude sociale. Son habit de drap noir, coupé par un maître tailleur, semblait ajusté pour souligner à la fois son aisance et son rang. Monsieur Holmes, dit-il en inclinant à peine la tête, je vous remercie d'avoir consenti à cet entretien, quoique ce soit par l'entremise de votre frère. Il se tourna vers moi avec un salut convenu. Docteur Watson, son ton, mesuré, mais empreint de supériorité, trahissait l'homme habitué à parler d'en haut, à se sentir le centre d'une salle,
Il nous invita à prendre place, puis joignit ses mains derrière son dos. La situation est grave, monsieur Holmes. Un projet de loi concernant l'Inde, encore en discussion, a vu l'une de ses clauses essentielles portée à la connaissance du public. Il s'agissait d'un tracé ferroviaire projeté à travers Bénarès. Or, vous n'ignorez pas le caractère sacré de cette ville pour les hindous. La simple rumeur de rails franchissant ces ghats a suffi à déclencher des troubles. Déjà, le gouverneur général reçoit des rapports alarmants. Processions hostiles, rixes, effervescence religieuse. Tout cela pour une information qui n'aurait pas dû quitter ses murs. Il parlait d'une voix ferme, détachée, comme un professeur récite une leçon. Je notai, non sans amertume, qu'il évoquait les émeutes et les morts probables avec la sécheresse d'un homme habitué aux chiffres, sans s'émouvoir des conséquences humaines. Holmes fronça légèrement les sourcils. Ainsi, dit-il, un fragment seulement infiltré. Précisément, un détail, mais suffisamment pour semer le désordre. Et non le projet tout entier, reprit Holmes. Non, voilà le plus étrange. Saunders fit claquer ses doigts sur la table, agacé. Ce ne peut être que la trahison d'un de mes collègues. J'en suis persuadé. Parmi nous, certains sont intègres, d'autres moins. S'il me fallait donner un nom, je dirais Mortlake. Holmes leva lentement les yeux vers lui. Mortlake? Oui, un homme de la City, entré en politique pour défendre les intérêts des marchés plus que ceux de l'Empire. Avide, lié aux spéculateurs, toujours prompt à flairer une occasion. Qui d'autre que lui aurait eu la témérité d'écouler une information encore à l'état de projet? Il serra les poings derrière son dos, son monocle étincelant à la lumière du feu. Il faut découvrir la vérité, monsieur Holmes. Si un député s'est permis de monnayer les secrets du Parlement, c'est la dignité de l'Empire qui en souffrira. Holmes demeura un instant silencieux, son visage immobile. Seul le battement régulier de ses doigts sur la coudoir trahissait son activité mentale. Je verrai Mortlake, dit-il enfin. Saunders se détendit légèrement. Vous me rendrez là un grand service. La presse n'a pas encore éventé l'affaire. Mais si elle venait à s'ébruiter, nous aurions à faire face à un scandale d'une ampleur inouïe. Holmes se leva. Sa haute silhouette se découpait sur la flamme, comme une statue à demi sortie de l'ombre. Les affaires trop simples, Sir James, cachent souvent une complexité qui échappe à l'œil distrait. Vous soupçonnez un père cupide, je préfère attendre les faits. Mais je verrai Mortlake, et nous saurons alors si votre hypothèse se vérifie, ou si la vérité se cache ailleurs. Holmes avait à peine prononcé son assentiment que Sir James Saunders, d'un geste vif, se leva de son fauteuil. Dans ce cas, dit-il, permettez que je vous arme d'un sauf-conduit. Mortlake ne se laisse pas approcher par n'importe qui. Mais s'il vous croit recommandé par un collègue de Westminster, il se fera un plaisir de vous ouvrir ses dossiers. Il se dirigea vers un secrétaire en acajou, placé près de la fenêtre. Je l'observai sortir d'un tiroir une feuille de papier à en-tête, prendre une plume déjà taillée et l'imbiber d'encre. Sa main, sûre et rapide, traça quelques lignes d'une écriture ferme et inclinée. Chaque mot semblait porter la marque de son assurance, comme si la culpabilité de Mortlake ne faisait déjà aucun doute. Il relut, signa, puis, avec l'aide d'un petit bâton de cire rouge, posé sur une soucoupe, scella le pli d'un cachet à ses armes. En revenant vers nous, il tendit la lettre à Holmes avec une gravité presque théâtrale. Présentez ceci, monsieur Holmes. Vous serez reçu comme des amis, et vous verrez par vous-même combien Mortlake est prêt à vendre ce qui ne lui appartient pas. Holmes prit la lettre sans mot dire, et la glissa dans sa poche intérieure. Je crus surprendre une lueur d'amusement dans son regard. Mais il se contenta d'un sombre « Nous verrons ».